Hop, voilà, c'est bon. Alors, est-ce que ça marche, Mathilde, parce que ça a bugué? Ouais, connecté. Moi, c'est bon, je t'entends, je te vois bien. Est-ce que toi, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Moi, j'ai une bonne connexion, mais tout à l'heure, ça avait bugué, ça s'était arrêté. Tu penses que c'est de ton côté ou pas? J'ai une super connexion au cabinet, donc je pense que c'est plutôt, ça devrait le faire. On a peut-être eu un coup de malchance, mais que là, ça va marcher. Ouais, bah écoute, j'espère, hein. Là, ça m'a l'air tout bon, en tout cas. Oui, ça m'a l'air tout bon. Bon, bah nickel. Bon, bah en tout cas, bah bienvenue à tous. Merci d'être là. On va passer un super moment pour parler des émotions. Donc un sujet assez clé dans tout ce qui est troubles psy, etc. et que j'ai pas encore abordé en live, même si tu es la troisième psychologue avec laquelle on fait un live. Donc c'est toujours super intéressant. Du coup, je pense que on va commencer tout de suite, vu que de toute façon ce sera en replay. Moi, je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube. Et on va commencer par se présenter toutes les deux comme ça pour ta communauté et ma communauté, ce sera plus clair. Et après, j'ai toute une liste de questions. Donc merci à tous ceux qui nous ont posé des questions parce qu'on a plein de choses super intéressantes à aborder. Donc est-ce que tu peux commencer toi par te présenter? Avec grand plaisir. Merci déjà pour cette invitation, Camille. Donc, je m'appelle Mathilde De Polis. Je suis psychologue et psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Pour le dire plus rapidement, les TCCE. Et je pratique en libéral depuis presque 10 ans. Là, je suis à Biarritz depuis 6 ans. Et j'ai voulu aller un peu plus loin que les consultations individuelles. Donc, en juin 2021, j'ai créé Mouvement, la boîte à outils des émotions où chacun peut aller piocher ses outils, des programmes en ligne, des cahiers, un podcast, etc., etc. Ah, c'est super. Ouais, le podcast, c'est super. J'ai écouté plein d'interviews, dont celle avec Marine Barnerias, ça qui était vraiment trop bien. J'invite tout le monde à aller l'écouter. Alors du coup, bah, de mon côté, donc je m'appelle Camille, je travaille dans la communication à côté, je suis en freelance et j'ai repris des études dans la naturopathie, donc j'ai un peu un métier melting pot de plein de trucs. Et j'ai lancé ce projet possible il y a 3 ans pour parler de la dermatomanie parce que c'est un trouble psy qui est pas du tout connu, dont j'ai souffert pendant 15 ans et dont j'ai réussi à me sortir. Et donc j'ai voulu partager un peu tout ce que j'avais compris sur ce trouble, comment j'avais fait pour aller mieux, etc. Et surtout créer une communauté de soutien au sein de laquelle les gens peuvent se sentir moins seuls, peuvent échanger, etc. Parce qu'il n'existe rien en fait comme ça sur la dermatillomanie en France. Et enfin, en tout cas moi ça m'avait vraiment manqué. Et tout ce projet a donné lieu à un livre qui est sorti en juin où je raconte tout mon parcours de guérison, comment j'ai fait pour m'en sortir, qu'est-ce que j'ai appris, etc., pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Et donc c'est le premier livre en français sur la dermatillomanie qui va être traduit d'ailleurs normalement cette année. Donc Wow. voilà, et du coup, hein, sur ce compte Insta, je trouve ça intéressant de faire des lives avec différents profils parce qu'à chaque fois, on apprend plein de choses et je suis sûre que enfin, toutes les personnes qui nous écoutent vont en sortir grandies. Donc toi, tu avais reçu des questions un peu spécifiques sur la dermatillomanie. Je pense que ce sera peut-être pas forcément le lieu d'y répondre là parce que il y a déjà plein d'informations sur mon compte et que les personnes n'hésitent pas à aller aussi m'écrire en message privé. J'essaie de répondre à tout le monde. Là, on va vraiment se centrer sur les émotions ce soir, parce qu'il y a plein de choses à dire. Euh, et en fait, c'est quelque chose, je pense que quand on commence à s'intéresser à son bien-être psy, on entend beaucoup parler de ça, de il faut gérer ses émotions, etc. Mais c'est assez flou et souvent, en fait, on sait pas trop ce que ça veut dire parce que, en fait, d'un côté, on nous dit il faut les gérer, mais de l'autre, on nous dit ah, il faut pas trop pleurer, il faut pas ci, il faut pas ça, ou alors faut accueillir ses émotions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, on va vraiment essayer de balayer ces sujets et d'y répondre de façon claire pour donner aussi des choses à actionner assez rapidement pour les gens dans leur quotidien. Voilà. Donc première question, est-ce que tu pourrais nous parler globalement des émotions, enfin nous les décrire, nous dire à quoi elles servent en fait dans notre quotidien les émotions? Bah, déjà, j'ai envie de revenir sur une idée reçue sur les émotions, c'est qu'elles sont soit bonnes, soit mauvaises, et qu'il faut plutôt les mettre de côté, parce qu'on a grandi avec ça. En fait, nos émotions, elles font partie de nous. C'est comme des copines, des potes. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. On a besoin de toutes nos émotions. Nos émotions, elles nous envoient un message. Pourquoi j'ai appelé mon programme Mouvement? Parce que dans émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire se mettre en mouvement. Une émotion, elle nous
ou dans indésirable. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir ce mail parce qu'elle va nous donner une information. Tu parles pas mal des émotions dans ton livre et notamment des TCC. Et en fait, tu mets d'ailleurs en avant la tristesse. Ça va notamment nous aider à passer en fait un moment douloureux, à venir digérer pour ensuite se mettre en action et aller de l'avant. Je vais revenir un peu plus précisément, mais je peux aussi donner une métaphore en fait sur quand on dit accueillir et gérer ses émotions. Alors moi, gérer, c'est un terme que j'utilise parce que tout le monde l'utilise, mais qui ne me parle pas vraiment. Une émotion, le plus important, c'est déjà de pouvoir les identifier. Donc, pour ça, moi, j'utilise les émotions primaires. J'utilise les petits personnages de vice-versa, si les gens ont vu le film. On adore, joie. On a dégoût. On l'oublie souvent, mais dégoût, elle nous donne pas mal d'indications. On a colère. On a peur. On reviendra sur peur. Et on a tristesse. Ouais. Moi, je parle aussi beaucoup de la surprise, qui est une émotion primaire, qui est un peu particulière parce que la surprise, c'est une émotion qui est transversale. On peut être surprise de peur, on peut être surprise de joie, etc. Ouais. Donc, ouais, une idée qui me vient, on peut imaginer là, tous, on est dans une salle, vous pouvez imaginer qu'il y a quelqu'un, une émotion qui tape. Moi, ma porte est là, donc je vais regarder ici. Il y a la peur qui toque derrière la porte. Donc je fais le bruit, ça devient assez gênant pour vous et puis moi ça me demande beaucoup de concentration, mais je pourrais faire le choix de dire non, j'ai pas envie d'avoir peur, c'est pas bien d'avoir peur, donc je vais aller ouvrir la porte. L'idée d'identifier, d'accueillir ses émotions, etc., eh bien c'est justement d'aller ouvrir la porte, dire ah, salut peur, comment tu vas, hop, de lui faire un câlin, elle repart et puis elle reviendra, elle repartira, etc. Ouais. Dans la vie en fait c'est ça, c'est de dire bah comment je me sens. Et là, je vous invite chacune à vous poser la question, c'est la fin de journée. Là, comment je me sens? Est-ce qu'il y a une émotion qui est présente? Il peut y en avoir plusieurs. Au début, ce n'est pas forcément évident de mettre un mot sur une émotion. Ça peut être plutôt un ressenti physique. Ça peut être, bah, tu vois, moi là, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Donc, j'ai eu un petit coup de stress là, quelques minutes avant. Donc, je sens que j'ai un petit coup de chaud. Je bats un peu plus vite. Donc, en fait, sans forcément mettre de mots, déjà au début, c'est d'aller écouter son corps. Ouais. C'est la première chose, de prendre du temps pour soi. Et vous le faites déjà quand vous faites du yoga, de la méditation pour ceux qui font ce genre de pratique. Ouais. Et la respiration, tu vois, de prendre un petit temps, de respirer et juste se poser la question de bah, comment je me sens là maintenant. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un concept qui est, enfin, je trouve que quand on commence à s'intéresser à soi, essayer d'aller mieux parce qu'on a un trouble ou même, voilà, juste parce qu'on veut se sentir mieux avec soi-même, on ouvre un peu une boîte de Pandore parce qu'on a tendance à être jusque-là que dans sa tête, à essayer de tout interpréter, tout analyser et mettre des mots sur les choses, alors que ce concept d'émotion, il est dans une autre sphère qui est vraiment la sphère corporelle du ressenti, de laquelle on est souvent complètement coupé parce que on a tendance à vouloir tout contrôler avec sa tête, surtout quand on souffre d'un trouble comme la dermatomanie, qui est un trouble de l'hypercontrôle ou des troubles alimentaires ou autres. Là, en fait, la tête ne peut rien décider par rapport aux émotions. C'est vraiment quelque chose qu'on va ressentir à l'intérieur. Il va y avoir des sensations corporelles associées à chaque émotion, que ce soit des frissons, comme tu disais, de la chaleur corporelle, une boule au ventre, etc. Et c'est vrai que souvent, c'est un vrai travail de reconnexion au corps qui peut être super difficile au début parce qu'en fait, on peut ne rien ressentir. Et en fait, on ressent les choses, mais c'est tellement enfoui sous plein de choses et on les fuit tellement qu'on n'y a plus accès. Et il y a tout un travail, voilà, d'identification, d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on doit chercher, quel type de sensation on doit chercher, à quoi ça ressemble, et après voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Donc c'est souvent un travail qui est super intéressant et c'est une première marche vers un boulevard de possibilités. Et c'est intéressant le parallèle que tu fais parce qu'on pourrait aller plus loin en disant qu'on n'a jamais eu de cours sur les émotions. Donc, si je prends le parallèle, je sais pas, avec les maths et que là, je vous demande, je sais pas, les facteurs ou une division complexe, on va pas y arriver du premier coup. Pour les émotions, pareil, c'est pas du jour au lendemain qu'on va savoir les identifier, les accueillir, comprendre le message. C'est comme une nouvelle langue, c'est comme une nouvelle matière et du coup, bah, il faut la travailler un peu tous les jours via des connaissances aussi. Ouais. Et puis, si tu devais me donner un exemple concret de quelques sensations corporelles qui sont associées à quelques émotions, il y aurait quoi, par exemple?
Alors, moi, ce que j'observe, c'est qu'on est vraiment tous différents. Tu vois, par exemple, sur la colère, qui est une émotion qui est particulière parce qu'elle va donner beaucoup d'énergie, qui Mhm. est à bon escient. Hein. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont une espèce de rage de vivre. Et du coup, cette colère s'est transformée en exploit professionnel. Euh, mais dans la colère, notamment, bah, il y a des personnes qui vont ressentir une espèce de sensation au niveau du ventre et qui, tu vois, ils font même ce geste, quoi. Il y a une espèce de flamme qui vient. Les Mhm. autres, ça va être au niveau du dos, tu vois, comme un espèce de trop-plein, une tension. Il y en a d'autres, la colère, bah, ça peut se transmettre notamment par des flashs au niveau des mains, comme encore une fois, comme une forme de chaleur. Ouais. Euh, En fait, je pense qu'il n'y a pas, comment dire, certains symptômes qui sont associés à une émotion. Tu vois, le Mhm. tilt, tu vas l'avoir dans la joie, tu vas l'avoir dans la peur, et beaucoup d'émotions se mêlent. Ouais. Je peux peut-être répondre à une des questions qui a été posée, si la pensée induit l'émotion, etc., en faisant la différence entre une émotion et un sentiment. Mhm. C'est vraiment une réaction physiologique qui m'invite en fait à m'adapter à mon environnement. Elle survient très vite et ensuite elle diminue. Je vais Ouais. prendre, je suis en voiture et il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson. Il y a la peur qui s'active, le cœur qui s'accélère, coup de chaud et tout d'un coup je suis un peu plus focalisée et attentive sur ce que je fais. Ouais. Normalement, elle monte, elle reste un peu et elle diminue. Et je passe à autre chose. Ouais. Il est possible dans cette situation que mon mental prenne le dessus et que je me dise wow, Mathilde, c'est quand même super dangereux de conduire. Et puis rappelle-toi, tu as ta voisine qui t'a dit que son fils avait eu un accident de voiture la semaine dernière. Dès que mon mental s'active, on n'est plus dans l'émotion. On est dans un sentiment. Là, le sentiment d'angoisse. Et du coup, bah, lui, il peut durer très longtemps. Ouais. C'est la Ouais, différence. ouais, non, c'est super intéressant. Et je pense que pour recouper tout ça, le premier conseil qu'on peut donner et qui est vraiment le plus simple, c'est juste d'inviter chacun, dès qu'il le pense, à revenir à l'intérieur de lui ou de elle. Moi, j'avais une psy qui m'avait dit un conseil qui était super, c'était de braquer les yeux à l'intérieur de moi comme des phares de voiture, comme si voilà j'avais une torche et je voulais aller un peu regarder ce qu'il y avait. Et à n'importe quel moment, enfin voilà, on est assis sur sa chaise, sur son canapé, on est même dans la rue debout, on se dit ah tiens, je vais braquer un peu les phares à l'intérieur, je vais regarder ce qui se passe. Parce qu'en fait, souvent, on peut aussi être habitué à certains mal-être comme voilà les tensions au niveau des trapèzes, etc. Et en fait, on le ressent tellement tout le temps que on n'arrive même pas à notifier les petits moments où en fait on est super bien, super détendu et où on n'a pas ça parce que bah, on fait pas de retour sur soi et on n'est pas concentré sur ça. Donc déjà, juste avoir ces petits moments de présence à soi un peu plus fréquents, c'est une super première approche pour se refamiliariser avec ses sensations, ses émotions et faire ce deuxième travail qui va être de les accueillir, de les comprendre, de ne pas en avoir peur parce que elles ont toujours un message à délivrer et elles sont importantes, quoi. Et par exemple, est-ce qu'on pourrait aussi donner des exemples concrets sur à quoi servent certaines émotions? Donc, par exemple, la colère, la tristesse, la peur, elles servent à quoi? Pourquoi elles sont là? Alors, la colère, elle s'active en fait quand on nous a manqué de respect, quand on n'a pas écouté un besoin. Par exemple, je sais pas, j'ai le besoin de dormir et j'ai mes voisins à 2 heures matin qui viennent faire du bruit. Ça peut activer la colère parce que du Ouais, coup, je ne me sens pas respectée et mon besoin de dormir n'est pas respecté. Le dégoût, c'est une émotion qu'on oublie souvent, mais le dégoût, en fait, ça nous invite à partir, à prendre la fuite la plupart du temps. Je suis un peu extrême, mais au moins comme ça vous marque. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est j'ouvre mon frigo, je prends un yaourt, je l'ouvre et oh, il y a le dégoût. Et qu'est-ce que le dégoût m'invite à faire? Ben, c'est vraiment à ne pas le manger et à le jeter. mm, On peut ressentir du dégoût et on l'oublie souvent. Tu vois, je suis dégoût. Dans les mots qu'on utilise, ça va être intéressant aussi parce que souvent ça traduit bah, une sensation physique, mais on oublie parce qu'on n'a pas du tout été entraîné à écouter notre corps. Et du coup, ouais, je suis dégoûtée de ce que j'ai fait, je suis dégoûtée de cette situation, je suis dégoûtée de cette personne. mhm, Ça nous invite en tout cas à se poser la question, bah, est-ce que cette personne, est-ce que cette relation, est-ce que cette situation professionnelle me convient vraiment? ok. La tristesse, alors déjà, elle est particulière parce qu'elle active l'empathie. Hein, donc, dans les moments de tristesse, on est plus dans un moment où on va prendre soin de soi et on invite aussi les autres hein, bah, à prendre soin de nous, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on ne veut pas gêner, on ne veut pas déranger. Et la Ouais, tristesse, c'est vraiment un passage. Elle nous invite à se dire, OK, là, c'est fini et on passe à autre chose. ouais, Souvent,
on va, je sais pas, imaginons, j'ai passé un trop bon week-end avec des potes, c'était génial, donc il y a la joie qui s'est activée au max. Dimanche soir, je rentre chez moi et j'ai de la tristesse. Et je comprends pas, parce que je me dis, mais attends, c'est trop bizarre, j'ai passé un trop bon week-end et je ressens de la tristesse, je devrais être contente. C'est normal, la tristesse, elle va venir et puis elle va repartir, mais elle est en train de te dire, bah viens, on a passé un bon moment, là, il faut qu'on trie toute l'information au niveau corporel, neurologique, et puis demain sera un autre jour. Mm. Euh, la peur, c'est. Moi, je la vois vraiment comme ça, en fait. Je vois vraiment une pote, là, dans mon oreille, qui me dit. Tu sais, qui est vraiment le personnage dans Vice Versa, quoi, qui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Tu vas mourir, Mm. quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment une pote qui en fait des caisses et qui voit Ouais, le pire du pire. Donc, c'est important de l'écouter, de dire écoute, je t'entends, je sais que tu es là, c'est normal d'avoir peur, mais est-ce que là, je peux me faire confiance sur cette situation? Je sais pas, par ouais. exemple, un fil, tu vois, ouais, un coup de fil, voilà, je sais pas, j'ai peur, est-ce que je vais bafouiller, est-ce que la personne va me comprendre? Bah, j'ai envie de lui répondre, ok, t'inquiète, enfin, je vais pas mourir en fait, je suis prête à prendre ce risque, il n'y a pas de danger, donc je vais passer ce coup de téléphone. Et ça, je pense qu'on l'apprend dès qu'on est enfant, tu vois, dans les limites aussi de notre corps, et de se dire, bah, c'est ok en fait si je me casse la gueule, quoi, je prends un risque, mais je me mets pas non plus en danger. Et après, ça, c'est la personnalité de chacun. Hein. Si on regarde les sportifs extrêmes, on se dit wow. Donc, Ouais. voilà. Et Non, vraiment, c'est super intéressant de les voir comme ça parce que ça permet d'être plus indulgent face à ce qu'on ressent et ce qui arrive. Parce que sinon, on peut se sentir un peu, enfin, comme je disais tout à l'heure, quand on a cette personnalité un peu dans l'hyper-contrôle où on veut tout contrôler, tu vois l'exemple que tu donnais tout à l'heure du week-end où on est super en joie, etc. Bah, si le soir, on ressent de la tristesse, tout de suite, on se dit, mais c'est pas normal parce que dans notre tête, on s'attend à rester dans l'état dans lequel on veut être. On veut rapporter en fait du contrôle sur quelque chose qui nous échappe parce que ce qui se passe à l'intérieur dans nos ressentis, c'est pas, on peut pas le contrôler. Et là, il y a la tristesse qui arrive et nous, on ne supporte pas ça, on rejette ça, on se dit mais non, c'est pas normal, j'étais bien, etc. Et c'est souvent bah, dans le cadre de la dermatomanie, mais sûrement pour d'autres troubles, bah, c'est souvent dans ce moment-là que les crises arrivent parce que on est un peu en dissonance entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on voudrait ressentir. Et du coup, on comprend pas et on essaie de fuir dans un autre, j'aime bien dire dans un autre espace-temps parce qu'avec les crises de dermatomanie, on est vraiment enfermé dans un truc qui est hors de la réalité. Et c'est vraiment comme une fuite en avant pour ne pas voir ce qui est alors que pour autant, bah, cette tristesse, elle est pas si néfaste que ça. Enfin, elle nous invite justement à nous un peu nous prendre dans les bras, de se dire ok, ben ouais, tu te retrouves toute seule après ce week-end, c'est un peu difficile, mais t'as peut-être juste besoin de te regarder un bon film, de te faire couler un bain, enfin voilà. Et ça, c'est vrai que souvent, enfin, on peut être hyper réfractaire à écouter ces signaux qui viennent et qu'on n'a pas choisi. oui, Alors que voilà, c'est vraiment un travail à faire que d'accepter d'aller plus au gré des fluctuations de la vie qu'on contrôle pas, plutôt que de vouloir tout choisir et surtout de vouloir que tout soit toujours bien. Parce que comme tu disais, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. En fait, il y a juste une palette d'émotions qui se suit comme la pluie et le beau temps et c'est ça la vie en fait. ok, c'est super ce que tu dis. Et ça me fait penser que, tu vois, par rapport à une émotion, et là, notamment, par exemple, au dimanche soir, où du coup, tu aimerais rester dans la joie, en fait, c'est encore se dire, bah, l'émotion, elle va venir et elle va repartir. Mm. Quand on a une idée, notamment sur la tristesse, et dites-nous en commentaire si vous partagez ça, mais c'est, bah, si j'accepte la tristesse, mais je vais pas m'arrêter de pleurer ou je vais pas m'arrêter d'être triste. Mm. En fait, plus on va prendre le temps de les écouter, de les accueillir, plus elles vont passer. Donc, voilà. Ouais, ça complètement. C'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup enfin, c'est un peu humain de se dire, ben, Ouais, je veux fuir ça parce que, enfin, ça paraît logique que pourquoi j'accepterais ça alors que c'est entre guillemets mauvais, etc. Mais enfin, en tout cas, moi, dans mon parcours de guérison de la dermatomanie, je trouve vraiment que d'accepter que la vie soit faite de haut et de bas et que, en fait, c'est ça, la vie, ça change tout parce que quand on veut chercher que des hauts, on n'est pas dans la réalité, en fait. On est dans un irréalisme qui nous fait du mal parce qu'il arrivera jamais. C'est pas possible, quoi. possible. C'est pas humain. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment on travaille sur ça dans des thérapies TCC, par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Par rapport à la dermatillomanie.
Pas forcément. Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que ce soit la derma ou autre, en fait, il n'y a pas forcément besoin que le psy connaisse le trouble parce qu'en fait, souvent, le travail, Oui, il est assez commun. Enfin, typiquement, moi, j'ai fait de la boulimie. Il y a beaucoup de personnes qui ont des TCA aussi avec la dermatomanie parce que c'est des troubles de l'hypercontrôle, de l'apparence, etc. Et j'ai vu plusieurs psys. Ils connaissaient pas tous la derma, mais ok. ils m'ont tous aidé via certaines techniques vraiment de base, en fait, sur la pleine conscience, les techniques de TCC, sans que ce soit forcément relié sur la derma. Vous n'allez pas regarder votre peau à tel moment, faire des check-up et tout. C'était centré sur autre chose, en fait. Oui, bah, déjà on peut rappeler par rapport à la derma, même si je pense qu'il y en a pas mal déjà là qui s'y connaissent, mais c'est un trouble anxieux et plus précisément ça fait partie des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, où du coup, comme tu dis, il y a un hyper contrôle. Donc déjà, la première étape, c'est de faire de la psychoéducation, d'expliquer justement, de mettre des mots, de poser un diagnostic et d'expliquer au patient déjà qu'il n'est pas seul et comment ça fonctionne. Donc Ouais, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va passer par une phase d'auto-observation. Donc, c'est pas le moment le plus agréable généralement, mais du coup, le patient n'est plus passif par rapport à ses difficultés, par rapport à sa souffrance, mais il devient actif. Dans l'auto-observation, ce qui va nous intéresser et ce qui va l'intéresser, c'est ces situations déclenchantes. Je rentre d'une journée compliquée de travail et j'ai ce besoin, en fait, c'est plus fort que moi, d'aller dans la salle de bain et de venir triturer mon visage ou d'autres parties du corps. Et en fait, on va aller identifier toutes ces situations déclenchantes et on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller voir les pensées qui s'activent, les émotions qui sont en lien avec ces pensées et les comportements qu'on met en place. ouais, Et donc là, généralement, on va mettre en place, donc tout ça, on l'écrit, c'est des schémas qu'on partage avec nos patients pour que vraiment ils comprennent en fait tout ce process et qu'il y ait une logique. ouais. C'est pas mis en place comme ça en fait. C'est que on met des comportements en place qui sont très bien pour nous, mais on met aussi des comportements en place, des cercles vicieux qui sont moins bons pour nous. Mais si on les met en place, c'est qu'on vient chercher aussi une réponse. Dans les TOC, dans la dermatio, tu pourras, dans la dermat, tu pourras nous dire toi ce que tu en penses, mais il y a un contrôle, je prends enfin le contrôle et je viens aussi trouver un soulagement en fait. J'apaise Mhm. peur, j'apaise mes angoisses, j'apaise mon anxiété. Pour moi, l'émotion la plus présente dans la derma, c'est la peur. Et dans les TOC, Ouais, ouais, c'est vrai. on a peur en fait, les peurs sont multiples, elles appartiennent à chacun, mais du coup d'aller faire un travail sur quelles sont vos peurs, qu'est-ce que vient dire votre peur, et du coup de donner des outils concrets pour accueillir justement cette peur-là et de pouvoir l'apaiser et se rassurer d'une autre manière que de se triturer le visage ou autre. Euh, Ouais. Parce qu'en fait, le contrôle, c'est une réponse justement à cette forme d'impuissance et on vient se rassurer. Et ce contrôle, il peut être de tellement de manières différentes. Mhm. Voilà, c'est vraiment de pouvoir donner en fait des clés à notre patient pour venir s'apaiser et ça peut être autant un travail émotionnel en lui donnant des connaissances et des outils concrets. Tu parles de la pleine conscience. Mhm. Pleine conscience, c'est de revenir à soi, de prendre un temps pour soi avec la respiration. Et puis plus loin, progressivement, on peut vraiment aller dans la méditation, le moment présent. Mhm. Je disais, alors moi j'utilise le terme de vortex, voilà. Quand tu es dans des tocs et notamment dans la derma, je trouve que c'est assez représentatif. Tout d'un coup, tu oublies la notion du temps et tu peux Mhm. 15 minutes, 1 heure à triturer des parties de ton corps. Et donc, Ouais. la pleine conscience va aussi aider à prendre conscience du moment présent. Et ça, je trouve que c'est un outil qui marche plutôt bien. On peut aussi faire un peu de comportemental. Hein, je vais essayer de prendre un exemple. Tu vois, j'avais un patient, lui, un de ses déclencheurs, c'était fin de journée, parce qu'il a un travail qui est très anxiogène. Et du coup, ce qu'on a pu mettre en place, c'est justement, après le travail, de s'autoriser à avoir une soupape avant de rentrer à la maison. Donc, Ouais. je vis à Biarritz, donc c'est un cas très agréable. Et du coup, il devait minimum passer 15-20 minutes, ça c'est lui qui décide, hein, 15-20 minutes à se balader avant de rentrer à la maison. Et en fait, dans cette balade, il faisait de la pleine conscience. Tu vois, il revenait à soi, il faisait un petit tri là, de ce qui s'était passé dans sa journée. Et ensuite, portable coupé, il se concentrait sur sa respiration. Du coup, il accueille ses émotions, il rentre à la maison, il a moins le besoin, dans un premier temps, d'aller se triturer
le visage, et puis petit à petit, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Hmm. Ouais, ça c'est un super bon conseil. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé aussi parce que les crises arrivaient quasiment tout le temps le soir en rentrant chez moi aussi et je pense que c'était vraiment mon exutoire de tout ce que j'avais emmagasiné la journée et que je m'étais pas autorisée à sortir, à ressentir, etc. Après, je sais que on est beaucoup dans ce cas sur ce compte. Enfin, beaucoup de personnes m'ont dit que c'était aussi le soir tout le temps leur situation à risque. Mais il y a aussi des gens qui font vraiment des crises toute la journée. Il y a une personne, j'ai vu, qui avait mis dans les commentaires comment faire si toute émotion, qu'elle soit positive ou désagréable, provoque des crises de dermatomanie. Je pense que enfin, je sais pas ce que tu en penses avec ton regard de psychologue, mais j'ai l'impression que dans ces cas-là, il y a vraiment une sorte de refus de ses propres ressentis, quels qu'ils soient, et Ouais. vraiment une sorte de rejet du corps et de tout ce qui peut amener. Et donc, enfin, en tout cas, moi, j'ai fait quelques exercices qui m'ont énormément aidé dans ce sens. C'était vraiment sur, et c'était difficile à faire d'ailleurs au début, c'était sur accepter, en fait, quand je ressens ça, de faire l'effort, même pendant juste une minute, de ne pas fuir dans le comportement, quel qu'il soit, que ce soit se ronger les ongles, prendre un objet, appeler quelqu'un, fuir dans une distraction ou quoi, mais vraiment se regarder ce qu'on ressent. Et c'est souvent, mais hyper désagréable. Enfin, ça peut amener des sensations qui sont horribles, de type vraiment des bouffées de chaleur, un trépignement sur place. Hein, c'est vraiment affreux. Mais je trouve que c'est un super face à face avec un bouillonnement intérieur. Et finalement, quand on l'observe, je pense que c'est le cas pour toutes les émotions, on voit qu'en fait, comme tu disais, le message il est reçu. On a écouté, on a fait l'effort de regarder à l'intérieur. Et du coup, ça part comme c'est arrivé souvent. Et il y a vraiment un moment vraiment très dur, horrible, et après ça part comme ça. Et quand on se rend compte de ça, que ça part aussi vite que ça arrive, on va beaucoup plus facilement aller plonger en nous comme ça au lieu de fuir tout de suite parce qu'on a hyper peur. Enfin, moi c'était vraiment affreux. Enfin, je me rendais compte que dès que en fait, je détestais le vide et vraiment le silence. Enfin, qu'il se passe rien, quoi. J'avais tout le temps besoin d'être occupée. Mais c'était vraiment, enfin, par exemple, si j'allais d'une pièce à l'autre, il fallait toujours que j'allume un truc, un podcast, un truc, et sinon ça me stressait, j'étais pas bien, et j'ai vraiment dû faire cet effort de me dire, ok, là tu t'assois, tu vas essayer de, je sais pas, juste couper des légumes pendant 3 minutes sans mettre de musique ou quoi, et en fait au début c'est hyper inconfortable, je me sens attirée vers quelque chose, et petit à petit je me dis, non, vas-y, fais-le, vois si finalement c'est si dur que ça, et on se rend compte qu'en fait on en est capable. C'est ça. Là, en fait, ce que tu décris, c'est une exposition. Face à Ouais. une situation désagréable, on va chercher la plupart du temps à éviter, à trouver quelque chose pour contourner. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on a cette croyance qu'on va se laisser submerger et qu'on a envie et qu'on a besoin d'être dans le contrôle. Et puis qu'on est quand même dans une génération où on peut contrôler beaucoup de choses. Donc c'est tentant d'aller vers le contrôle. Du coup, en fait, le fait de s'exposer à une émotion et à une situation désagréable, ça va monter, encore une fois, ça va rester un petit moment et ensuite ça diminue. Et ça, ce que je dis à nos patients, c'est la théorie. Vous n'êtes pas obligé de nous croire et on va commencer par une exposition plutôt facile. Même moi, je trouve que les expositions, c'est jamais facile. Ouais. En fait, on s'expose à quelque chose qui nous crée, qui nous génère des émotions difficiles. Un exemple, je reste dans les troubles anxieux, mais je vais parler des phobies. Imaginons, j'ai la phobie des chiens. Je m'expose, donc je vais peut-être pas m'exposer sur un pitbull sans laisse, voilà. Donc on va y aller par étapes. Je m'expose avec un petit chien qui est tenu en laisse. Et d'abord, je suis, je sais pas, à 4 mètres. Mais déjà là, si j'ai la phobie des chiens, mon anxiété va monter. Donc normalement, dans l'évitement. Donc là, ok, je suis ok, je reste là. Et en fait, je vais attendre 5, 10, 15 minutes que mon émotion, qui est la peur, diminue. Ouais. Pas à zéro, hein, mais diminue. Où là, je vais me dire, ok, c'est bon, regarde, elle a diminué. C'est ok, en fait. Et ça, mais c'est dur. Mais quand on le ressent, c'est super, c'est super fort, en fait, je trouve. Parce que du coup, on comprend quelque chose. Ouais, je trouve que, enfin, en fait, il y a vraiment une bascule qui se crée parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo et qui se disent, oui, mais moi, je sais tout le temps que je fais mes crises, j'arrive pas à faire ça, etc. Et je pense que toutes les personnes qui se disent ça, elles sont un peu aussi dans un rejet, mais qui est éphémère, enfin, qui est en ce moment, de se dire, j'en suis pas capable. Il y a aussi ces peurs qui sont derrière, de dire, de tous les cas, ça restera toujours comme ça, j'ai déjà essayé, j'arrive pas à identifier le déclencheur, etc. Il y a un peu une peur de se jeter aussi dans une observation et dans une compréhension pour aller mieux, parce qu'en fait, c'est tout ce truc des bénéfices secondaires. Finalement, le trouble nous apporte aussi des choses et
Et on a peur de ce que serait notre vie sans ce trouble parce qu'on s'en rend pas compte. Mais ça, souvent, on le travaille en thérapie. Il y a plein de choses que ce trouble nous apporte. Et du coup, ben, pour toutes les personnes qui sont en train de se dire ça en regardant la vidéo, enfin, vraiment, dites-vous que parfois, ça peut paraître hyper simple comme conseil, mais il faut juste essayer une fois et croire qu'on est capable d'y arriver, de faire les choses autrement et de se dire que peut-être on va faire une fois, qu'après on va refaire une crise et après on va réessayer. Mais juste, en fait, les petits efforts, les petits exercices de tester des choses. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a que ça qui marche et que en fait, il faut pas attendre que les choses se résolvent par elles-mêmes. Il faut pas attendre que quelqu'un nous sauve ou que qu'on ait un déclic ou quoi. Il faut juste en fait être acteur par des toutes petites choses, que ce soit là, tout ce que tu nous as dit, donc de s'observer, de quand on ressent cette crise qui monte, de se dire ok, allez, cette fois-là, juste celle-là, je vais essayer un petit truc, je vais essayer de regarder, je vais essayer de différer mon comportement, je vais et en fait vous vous rendrez compte vraiment que vous en êtes tous capables et que ce sera vraiment des petits pas en petits pas que les choses vont évoluer super vite quoi. Et c'est de s'autoriser d'y aller à notre rythme. Et comme tu dis, c'est du moment où je suis dans l'action. Tu vois, il y a des moments, bah, je vais y arriver et c'est OK. Il y a des moments, bah, ça va être trop compliqué pour moi parce que j'ai eu des situations qui me submergent et du coup, je me sens pas de travailler dessus. Mais en fait, c'est rien que de vous mettre dans l'action. Après, je trouve que tout seul, c'est compliqué. C'est pas forcément avec une psy et des TCC, mais ça peut être par d'autres moyens. Mais de s'autoriser aussi à avoir une aide extérieure, ça nous expose, hein, mine de rien, parce que du coup, on doit mettre des mots dessus et on sait que bah voilà, on va devoir travailler dessus. Mais ça nous met dans l'action. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Et que ça peut être, voilà, soit psy, soit un coach, soit juste un binôme, enfin une autre personne atteinte de dermatomanie. Mais je sais que j'avais fait ça à l'époque. J'étais allée dans les groupes de Facebook de soutien et j'avais demandé à plusieurs filles si elles voulaient qu'on s'entraide et qu'on essaie de s'envoyer tous les soirs des petits messages pour voilà se dire comment ça allait, si on avait envie de faire une crise ou se raconter ou autre. Je pense que ça c'est super important et il y a un groupe sur Discord de soutien à la dermatomanie. Le lien il est dans ma bio et dans ce groupe Discord il y a justement un channel binôme où vous pouvez vous présenter et trouver quelqu'un qui a votre âge et qui a envie d'échanger avec vous. Donc vraiment ça, n'hésitez pas à le faire, je pense que c'est hyper important. Et du coup, je vais juste, je pense que de toute façon, on va arriver à la fin du live. Il y avait deux, trois autres questions Dis-moi. auxquelles on peut peut-être essayer de répondre. Ah, il y a une question qui est intéressante, je vais y répondre là parce qu'on me la pose tout le temps. C'est est-ce que je me sens guérie de la dermatomanie à 100%? Alors ça, je pense vraiment que il faut en fait comprendre que un trouble comme la dermatomanie, on se sevre, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, mais on est un peu sobre de ce trouble-là. Mais c'est quelque chose qui a été dans ma vie pendant 15 ans, qui a été hyper présent, et du coup c'est quelque chose qui est toujours un peu là, une toute petite partie de moi qui fait que voilà mon cerveau il a un peu englouti ça à l'instar d'autres personnes qui n'ont jamais eu ce trouble et qui ne pensent même pas à tout ça. Moi il a quand même tricoté des petits trucs dans mon cerveau qui font que j'ai encore des réflexes par exemple à regarder la peau des gens, à avoir des difficultés à laisser un bouton blanc, que dans les moments de stress, je vais avoir certaines pensées qui vont revenir pour me faire aller dans cette direction-là. Et je trouve que la guérison, elle arrive vraiment dans ce que je ressens là, c'est que en fait, je me sens plus forte que ça. J'ai compris en fait la dermatomanie, je me suis compris moi, et je sais exactement ce qu'il faut que je fasse et que je ne fasse pas pour que ça n'arrive pas. Je pense que la guérison, elle va de pair avec une connaissance de soi et une envie aussi de se respecter et de mettre en place des choses dans son quotidien pour être bien. Ouais. Et finalement, bah, les crises, elles arrivent aussi dans des moments où on n'est pas bien, où on refuse de voir la vérité en face, où on refuse d'affronter certaines choses. Et quand on fait un travail où finalement, bah, on se dit, OK, je suis prête à tout accepter de la vie, tout vivre, tout, que ce soit du positif ou du négatif, on n'a plus besoin de se réfugier dans ces crises-là. Mais par contre, ça m'arrive de refaire des crises, des petites crises, pas des trucs comme avant de 3-4 heures. Et en fait, c'est dans ces moments-là, je me dis pas, oh là là, ça y est, je reviens au début, je suis plus du tout guérie, etc. Je me dis juste, je vois vraiment ça comme des alertes. Je me dis, ah, là, il y a un truc que t'as pas géré. Tu vas revenir un peu sur ça, tu vas réfléchir, te dire qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement, etc. Et je trouve que du coup, c'est un apprentissage de vie qui est constant. Et je vois vraiment la derma comme un peu un messager qui m'aide à toujours m'améliorer, à toujours mieux vivre avec moi-même. Et quand j'ai ces petites pensées qui arrivent, je me dis, ah bah tiens, ouais, là, il y a peut-être un truc que tu dois travailler parce que tu es en train d'essayer de fuir quelque chose. Enfin, voilà, donc, mais je pense en tout cas que
je me sens guérie parce qu'en fait, je suis plus du tout sous l'emprise de la derma, alors qu'avant, elle me contrôlait totalement. Enfin, elle m'empêchait de sortir. Je savais que même si je voulais pas faire de crise, bah, je pouvais me retrouver en crise 2 heures après sans avoir compris ce qui s'est passé. Là, c'est plus du tout le cas. Et voilà, mais c'est juste qu'effectivement, j'ai un rapport à ma peau qui sera jamais celui de quelqu'un qui n'a jamais eu la dermatomanie. Mais, euh, mais voilà, enfin, je m'en suis totalement sortie et je me sens guérie de ça. Donc surtout, enfin, ayez espoir, c'est tout à fait possible et c'est pas parce que vous refaites une crise que ça y est, vous revenez à zéro. Enfin, non, pas du tout, quoi. C'est super inspirant. Je pense que, enfin, je trouve ton travail, et j'en profite pour te le partager, je trouve ton travail remarquable parce que tu démocratises, tu es dans l'authenticité aussi, tu as une capacité à mettre en avant ta vulnérabilité, ce que je trouve pas forcément évident, notamment sur Instagram, où justement on est dans le contrôle, on veut montrer bah, que tout est parfait, notamment avec des filtres qui nous font une peau parfaite. Et vraiment, je trouve que tu apportes énormément. Et tu vois, dans ce que tu dis, c'est que face à une même situation, en fait, tu ne la vois plus de la même manière. Sur Ouais, une crise, pas une petite crise, mais voilà, une crise qui est quand même conséquente, tout d'un coup, tu vas plus la voir de la même manière. Tu es capable aujourd'hui de dire, OK, là, c'est un message. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc que j'ai pas digéré et je vais en faire quelque chose. Et encore une fois, ça te met dans l'action. T'es pas passive le soir en disant, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est énorme, en fait. Tu es vraiment dans une résilience et ton chemin, ton parcours est super inspirant. Mm. ah bah, c'est gentil, merci. Mais non, mais je pense que c'est important de voir nos troubles comme ça et enfin parce qu'en fait ça nous fait tellement souffrir. Enfin, je pense surtout la dermatomanie, c'est vraiment un truc qui est hyper dur au quotidien à vivre et enfin je pense que les personnes qui sont pas atteintes peuvent pas se rendre compte à quel point c'est affreux parce que la peau c'est vraiment c'est notre barrière et notre interface avec les autres, c'est le premier truc qu'on présente aux autres et en fait quand elle est marquée surtout par quelque chose qu'on s'est fait nous-mêmes, c'est vraiment hyper difficile à accepter. Il y a tellement d'émotions qui se mêlent et ça impacte mais totalement notre vie. Et surtout, on se sent hyper superficiel de se dire que c'est l'aspect de notre peau qui détermine si on sort ou pas. Alors en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et du coup, ben, elle nous apporte tellement de négatifs qu'on a du mal parfois à voir qu'en fait, au fond, enfin, ce trouble, il est là pour notre bien, en fait. Il est là pour nous permettre de nous reconnecter à nous, à tout ce qu'on veut fuir, à tout ce qu'on veut pas voir. Et en fait, avec du recul, je suis sûre que tout le monde sera capable de dire que la derma lui a apporté quelque chose. Enfin, ça, j'en suis persuadée. Mais effectivement, il faut faire un travail pour arriver à ce stade. Mais déjà, essayer de se dire dans sa tête, ok, bon, bah finalement, c'est pas ma meilleure ennemie, enfin, c'est pas ma pire ennemie, ça peut être genre ma meilleure ennemie. Elle est là un peu pour m'apporter quelque chose. Déjà, je pense que ça peut aider à ne pas être aussi virulente, Mm. enfin, envers elle, quoi. Et essayer de plus s'accepter, essayer de travailler sur soi, s'observer. Tout à fait. Et voilà. Donc, bon, en tout cas, j'espère que cette discussion sur les émotions, ça aura ouvert quelques portes pour certains. Il y avait encore plein de questions et plein de trucs qu'on ne pouvait pas tout aborder. Tu fais un super travail sur ton compte pour justement expliquer comment chaque émotion se traduit, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin même tout ce que tu as créé à côté en termes de programme, de carnet, etc. Enfin, si les personnes veulent aller plus loin, qu'elles soient en thérapie ou pas, enfin vraiment qu'elles n'hésitent pas à aller voir ton travail. Je pense que c'est bien que sur des plateformes comme Instagram qui sont gratuites et qui sont hyper accessibles, bah, il y ait ce genre de contenu et ça peut vraiment aider chacun à avancer un peu, même pour toutes les personnes voilà, qui peuvent pas se payer de thérapie ou autre. On peut déjà apprendre et comprendre plein de choses via le contenu gratuit sur Instagram, donc faut pas hésiter. Et puis voilà, après, si vous avez d'autres questions qui restent, vous pouvez bien sûr nous écrire en message privé et on essaiera d'y répondre au mieux. Avec Euh, Là, je sais pas s'il y a sûrement d'autres questions dans le chat auxquelles on n'a pas répondu, mais voilà, écrivez-nous en message privé. plaisir. Et toi, tu voulais rajouter quelque chose ou tu penses qu'on a tout dit? Oh, il y aurait tellement de choses à dire sur les émotions. Vraiment, ça pourrait durer des heures. Mais en effet, il y a déjà le contenu gratuit qu'on partage. Et puis, bah, pour ceux qui veulent aller plus loin par rapport à la derma, il y a ton livre. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin sur les émotions, d'aller explorer ce que je propose, des programmes. Vraiment, c'est des programmes qui sont en vidéo, accessibles à tous. euh, et qui permettent en fait d'avoir des connaissances et des outils qu'on peut mettre en place tout de suite. Et encore une fois, Ouais, si tous les jours tu mets un petit peu des trucs, bah, tout d'un coup tu vas grandir, tu vas découvrir un autre univers, tu vas te reconnecter à toi d'une autre manière.
Et le travail sur les émotions, moi, je trouve que c'est un travail qui nous aide parce qu'en fait, c'est des messages à chaque fois qui nous sont envoyés. Donc, si je les ouvre, bah, je vais mieux me comprendre. Je comprends mieux les autres. Et bah, du coup, je suis mieux. J'avance vers des choses qui me correspondent aussi mieux. Donc, Ouais. Il voilà. faut vraiment voir ce travail comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose d'hyper difficile, comme un monde qui s'ouvre et qui va nous apporter plein de douleurs, de regarder des choses en face, etc. Au contraire, enfin, c'est vraiment un truc qui va énormément nous aider, Mm. qui peut être plus difficile que d'autres à certains moments, mais voilà, bah ouais, c'est un monde qui s'ouvre, mais qui est pour notre bien, quoi. Donc, il faut pas hésiter à y aller, à sauter dedans. Yes, c'est vrai, il y a cette idée reçue que si on travaille sur soi, que ce soit sur un trouble, sur nos émotions, tout d'un coup, on va se mettre dans un truc, on va devoir brasser sur le passé, ça va remonter des traumas, des douleurs, mais pas forcément, au contraire, ça pèse plutôt. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Camille, pour ton invitation et bravo pour ton travail. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées et qui regarderont en replay. Ouais, merci beaucoup à tous. Et puis, ben, bonne soirée. Et à bientôt sur nos comptes, dans nos contenus. Et puis que tout le monde aille pour le mieux. Oui. Bonne soirée à tous. Merci, Camille. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt.